je vais vous faire une présentation. Normalement, quand vous allez sortir de la pièce, vous en saurez plus que vos petits-enfants. Je donne mes liens d'intérêt, mais c'est juste comme ça, mais ça c'est un peu normal dans toute présentation. Et mon dada, justement, j'ai toujours été un peu atypique, c'est plutôt le côté addiction, et c'est justement le côté très numérique. Donc, médecinguide.com, on en parlera tout à l'heure. Mon hépatogastro.net, qui était avant HépatoWeb, c'était un des premiers sites que j'avais construit en 99. Vous voyez, donc c'était le début des sites internet. Vous voulez déjà pour mes patients qu'ils aient un support intéressant. J'ai été pendant 6 ans président du prix Galien France en e-santé, donc toujours le côté un peu numérique, le club digital santé. Je suis expert visiteur à l'HAS, expert visiteur numérique et médecin, et je participe toujours à la rue Prescrire. Voilà, en gros, je m'occupe. Alors, je vous ai fait vraiment un plan didactique pour que vous appréhendez bien, surtout les jeux vidéo, parce que les réseaux sociaux, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. On va vraiment se focaliser sur les jeux vidéo et on va descendre jusqu'à les problématiques, hein, les addictions. En plus, on a parlé très récemment avec le président sur les jeux vidéo anti-violents. Il y a eu toute une polémique hein, au niveau médiatique. Je parlerai des communautés toxiques et on attaquera un peu le réseau social en France. Et je vous présenterai moi, mon projet Médecin Geek qui est un peu particulier où, hormis mes consultations, l'idée c'est d'aller en immersion totale dans les jeux pour aller voir les joueurs et discuter réseaux sociaux ou autres. Voilà. Donc, on va attaquer les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, il y en a plusieurs. Donc déjà, c'était pour vous montrer en France, donc ça c'est une étude qui est sortie des syndicats justement des éditeurs de jeux vidéo en France, donc ils ont vraiment les chiffres exacts. C'est pour vous montrer qu'en France, bah, tout le monde joue aux jeux vidéo. C'est quand même assez impressionnant. Vous avez donc 40,2 millions de joueurs, ce qui correspond quand même pratiquement à 60% de la population. Et vous voyez que vous avez des adultes pour 88%, et peut-être là on va insister plus sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est là où il y a le plus de difficultés, ça va être les enfants. Il y a 12% d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, ce qui correspond à peu près tout de même, vous verrez avec les âges, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qui est intéressant sur les joueurs de jeux vidéo, c'est surtout ces deux thématiques. Il y en a tout de même 52% qui jouent une fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Bon, moi je suis joueur de jeux vidéo encore. Je joue une fois par semaine quand j'ai le temps. Voilà. Mais bon. Et donc 76% qui jouent une fois par semaine. Les joueurs justement qui sont dits réguliers, par rapport, et les chiffres ont augmenté, hein, ce qui prouve bien que le jeu vidéo commence à pénétrer de plus en plus dans la population française. Par rapport à 2024, il y a plus 3% de joueurs dits réguliers. Donc on est d'accord, les joueurs réguliers, c'est ceux qui jouent au moins une fois par jour, avec un temps hebdomadaire qui a augmenté aussi. Donc, ça veut dire, on est bien d'accord, le jeu vidéo progresse dans notre société française. Je ne parlerai pas des autres pays. L'Asie, c'est une catastrophe. Et ce qui est aussi intéressant, ça se féminise énormément. Avant le jeu vidéo, c'est vrai, votre génération, on va dire qu'il y avait peu de femmes qui jouaient aux jeux vidéo. C'était plutôt le geek, le geek et tout ça. Bon. Bah maintenant, c'est fini, hein. C'est fini. Vous avez pratiquement 55 ans. Vous avez 46% de femmes d'âge moyen, de 39 ans en moyenne hein, pour nous deux, et 54% des hommes. Et je vous parle de la population de joueurs réguliers. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez une mixité totale dans les jeux vidéo actuellement en France. Sur les enfants, là, justement, c'est intéressant parce que c'est une étude qui est sortie en janvier 2026 sur des chiffres qui datent de 2025, hein, bien sûr. Et donc là, vous voyez quand même que les enfants, paradoxalement, bah, ils jouent moins. Parce qu'on dit souvent les jeux vidéo avec les enfants et tout ça. Par rapport à l'année dernière, il y a moins 6 points par rapport aux joueurs. Donc, je vous dis, une fois tous les jours, il reste quand même 19% des enfants qui jouent tous les jours. C'est quand même pas mal. Avec l'école et tout, faut voir. Les joueurs adultes, eux, par contre, jouent plus. Vous voyez, il y a une inversion. C'est pas les enfants, on pourrait penser avec le côté médiatique, on en parle pas à la télé, c'est plutôt les adultes qui jouent plus et les enfants qui jouent moins. Après, sur les portraits, et ça c'est intéressant selon les générations. Donc on est d'accord, vous connaissez un peu toutes les générations, hein. La génération Z, donc les 23 ans en moyenne d'âge, bah, ils représentent tout de même pas mal de joueurs, hein, en temps moyen hebdomadaire 7h16. Et vous avez les jeunes alpha, donc je dirais que moi c'est ma cible,
parce que les 10-15 ans, c'est ceux-là que je vois en consultation avec les parents, ils jouent tout de même autant que la génération Z, hein. Ils sont à 7h03 en moyenne de temps hebdomadaire de jeu. C'est pas mal, hein, 7 heures par semaine de jeux vidéo pour un gamin. Et encore, moi j'en connais, c'est 7 heures par jour. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu sensible. Alors bien sûr, celle qui est le syndicat n'en parle pas. Il dit au contraire, tout le monde joue, c'est super bien. Après, nous, en tant qu'addictologues, c'est sûr qu'on va rentrer dans les détails qui fâchent. Et pour justement au niveau des femmes, donc l'âge moyen, comme je l'ai dit, c'était 39 ans, et puis 69%, donc c'est avec plus 3%, enfin 3 points de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Moi, je sais que j'ai ma fille qui joue plus aux jeux vidéo que mon fils. Bon, voilà. Mais ils ont 29 et, enfin 25 et 30 ans. Alors, on va parler des types de jeux vidéo. Ça, c'est hyper important. Parce que la plupart du temps, quand je vois les parents en consultation, ils ne savent strictement pas ce que font leurs enfants derrière l'ordinateur ou derrière leur téléphone. Ils ne savent pas le jeu. Ils ne s'y intéressent pas, ce qui est dommage parce que ça, c'est une des premières choses à faire. Et donc, il faut que vous connaissiez en gros un peu les différents types de jeux parce que justement, ceux que j'ai soulignés, c'est ceux qui sont à risque. D'accord? Donc, vous avez bien sûr les jeux de plateforme, on va dire Mario Kart ou autre. Vous êtes sur une plateforme, vous sautez d'une plateforme à une autre, donc ça c'est un truc classique. Je vais passer directement les jeux de stratégie, bon vous connaissez. Les joueurs sont plutôt calmes dans les jeux de stratégie. Les jeux de simulation, alors les simulations c'est Sims par exemple, vous connaissez le jeu Sims, hein, on crée un petit village, on peut créer une civilisation même. Vous avez les jeux de sport et de course qui sont classiques, hein. Vous avez les jeux d'horreur et de survie. Alors moi, ça, j'ai horreur de ça, hein, mais vous avez des jeux avec des zombies, il faut tirer sur tous les zombies. Bon, très stressant. Et puis, ce qu'on appelle les jeux casual, c'est-à-dire les jeux, à vrai dire, simples et accessibles, qui sont les jeux mobiles. Et ça, si vous étiez dans le métro parisien, c'est simple. Vous êtes dans le métro parisien, vous avez une personne qui lit dans une rame, les autres, ils sont sur leur téléphone. Je pense qu'à Lyon, c'est pareil. Et puis là-dedans, on regarde un peu, moi je regarde, et puis il y en a quand même pas mal qui jouent à Candy Crush. Vous savez le truc où il faut où Tetris, où là vraiment, c'est enfin, c'est une perte de temps pour moi, mais c'est très, voilà, c'est un jeu mobile. Et la difficulté, on en parlera par la suite, c'est que les jeunes enfants sont multiplateformes. C'est-à-dire qu'ils auront tendance à jouer sur un téléphone, le leur, ceux des parents, pourront passer à une console de jeux vidéo et pourront aussi jouer sur un jeu d'ordinateur avec les mêmes jeux. Moi, sur mon téléphone, je peux jouer, enfin je ne l'ai pas là, je peux jouer à Fortnite, alors que normalement c'est un jeu de console. Vous voyez, donc c'est multiplateforme, c'est fait exprès par les industriels, c'est normal, parce que leur objectif c'est gagner de l'argent. Hein, on en reviendra là-dessus. Et donc les trois types de jeux, les plus anciens, c'est les jeux d'action. Alors les jeux d'action, je vais enfin, je vais vous en parler un petit peu. Ça, c'est les tirs à la première personne. C'est les jeux de combat. Les jeux de combat, il y a autant de filles que de garçons qui jouent. C'est ce qu'on voit essentiellement Call of Duty. On voit le principe, on est en première personne, c'est-à-dire on se voit en tant que tenant l'arme, vous voyez bien sûr dans certains jeux, et on tire et on bastonne et il faut essayer de sortir survivant de ça. Automatiquement, on est d'accord, sur le plan adrénaline, ça y va, les gens sont quand même un peu speed. Les jeux de rôle, c'est le principe d'une aventure. C'est des jeux qui ressemblent un petit peu aux jeux multi-joueurs. On en reparlera un petit peu, je vais vous montrer des exemples. RPG, c'est plutôt une quête avec souvent un joueur. On joue un joueur, on a un autre joueur qui est un personnage non-joueur, et on a une quête à, aboutir, passer un niveau et tout. C'est pas trop violent et surtout, c'est très important, c'est pas multijoueur. Souvent, on joue seul, donc c'est pas pareil. Par contre, les jeux de rôle multijoueurs, ça c'est très différent. C'est World of Warcraft. Moi, je suis joueur de World of Warcraft depuis le début. C'est des mondes persistants, ça veut dire que c'est un monde qui existe tout le temps. Donc, on peut se lever à 4 heures du matin, on peut jouer, il se passe quelque chose. Donc, c'est aussi une difficulté et c'est un des jeux les plus addictifs. Donc voilà, je vous ai fait des captures d'écran. Vous allez sûrement reconnaître des écrans que vous avez vus sur les ordinateurs de vos petits-enfants ou même enfants, hein. Donc, alors les MOBA, c'est ce qu'on appelle les arènes de bataille en multijoueur en ligne. Vous avez deux jeux, League of Legends, qu'on appelle LoL, et vous avez Valorant. C'est les deux jeux les plus toxiques au monde.
c'est très clair. Moi, j'ai travaillé dessus, je vous montrerai des études, hein. C'est des jeux qui sont obligatoirement combatifs. LOL, c'est 5 versus 5, c'est-à-dire c'est 5 joueurs contre 5 joueurs, et l'objectif, l'équipe doit gagner contre l'autre. Les problématiques de League of Legends, beaucoup de gens se connectent et se rassemblent avec d'autres joueurs qui ne connaissent pas. Donc si vous verrez après par la suite, selon la typologie des joueurs, si vous avez un joueur qui est plutôt performeur, qui veut gagner des médailles pour monter dans la terminologie de League of Legends où on va jusqu'à Platinum ou autre, et qui joue avec des joueurs moins bons, ça va friter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le problème. Ils n'ont pas de chat vocal. Ils vont en avoir un prochainement. Ça va donner. Donc là, c'est que des injures normalement sur textuel. Valorant, alors Valorant, c'est pareil, 5 contre 5, vous voyez, c'est un décor, on est en petit FPS, donc on tire. On joue par équipe, donc si c'est une équipe qui est connue, donc ça va, ils jouent ensemble, il n'y a pas de problème. L'habitude, le plus souvent, ils ne se connaissent pas bien, et ça bastonne assez rapidement, et c'est un chat vocal, donc c'est l'horreur. Surtout le sexisme dans les jeux vidéo, hein, j'ai fait comment- j'ai fait une chaîne Twitch là-dessus, où vraiment il y avait des jeunes femmes qui ont des micros spéciaux, qui a une voix masculine. Parce que dès qu'elles parlent avec une voix féminine, elles se font traiter, vous m'excuserez, de sale pute, va dans la cuisine. Non mais c'est réel ce que je vous dis, hein, c'est la toxicité actuelle de certains jeux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que les parents doivent surveiller les jeux, voir comment ça se passe, les retours, tiens, tu as l'air un peu, t'es pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, il faut creuser. Après, bon, le FPS, on l'a, Call of Duty, vous connu, hein, c'est un jeu de guerre, voilà, c'est même utilisé pour les termes à une équipe dans Call of Duty, hein, en plus c'est vrai. Et puis vous avez Fortnite qui est très connu, qui est un jeu, alors, c'est assez joli, vous voyez les décors, c'est très coloré. Alors eux, c'est des principes de Battle Royale. Donc vous êtes 100, vous êtes parachuté dans un décor, le décor rétrécit au fur et à mesure, et en gros, il ne doit en rester qu'un seul. Donc c'est celui qui va être le plus filou, qui va arriver à tuer quelqu'un plus loin, enfin qui peut construire des abris, enfin bon, voilà. Bon, ça marche pas trop mal. Le problème de Fortnite, c'est un jeu gratuit, mais c'est extrêmement addictif parce que on peut acheter des stuffs, vous savez, des habits, on peut acheter de nouvelles armes, et donc il y a eu des échos à des moments donnés. Bon, il y a un jeune, vous se rappelez, à un moment donné, on en parlera un petit peu, qui avait racketté une jeune fille qu'il avait tuée. On en avait parlé beaucoup en disant qu'il jouait à Fortnite. En fin de compte, il voulait de l'argent pour acheter du stuff. Vous voyez, c'est vraiment très. Et c'est bien comprendre, l'industriel qui crée un jeu veut que tout le monde joue, et en plus joue longtemps et dépense de l'argent. Donc c'est des jeux gratuits qui rapportent le plus d'argent. C'est pas les jeux payants. Là, vous avez donc le RPG, vous voyez, là, vous avez Witcher. Witcher, en plus, c'est un film maintenant, hein. Ils ont fait, maintenant, ils font des films à partir de jeux vidéo, hein. Le jeu vidéo a très bien marché. Vous voyez, vous baladez, vous avez une quête, vous avez des trucs. On va dire que c'est plutôt calme. Vous avez World of Warcraft, mon jeu préféré. Alors là, c'est payant, donc déjà, ça élimine pas mal de joueurs. Et puis, vous voyez les boutons là, il y en a tellement qu'en gros, moi, je sais que mes gamins, une fois ils sont allés, ils ont dit c'est trop compliqué. Donc en gros, c'est très mature. Moi, je suis dans une guilde. Bon, j'ai 62 ans, ok, je ne suis pas le plus vieux, et la moyenne d'âge est de 38 ans dans la guilde. Vous voyez, donc c'est plutôt très mature. On n'est pas embêté, hein. S'il y a un gros mot, hop, le mec il est éjecté. Et là, vous avez GTA, où là, je pense que tout le monde connaît. GTA qui est considéré comme le jeu le plus violent au monde. C'est un jeu, je ne vous parlerai peut-être pas, mais il y a le principe de PEGI. Donc tout le monde connaît le principe de PEGI. D'accord. Alors, c'est-à-dire, quand vous achetez un jeu, alors maintenant, c'est vrai que les gamins peuvent télécharger un jeu. D'accord. Bon, le plus souvent, ils achètent comme le jeu en pochette et tout. Il y a derrière le PEGI. PEGI, ça va de 5 ans à 18 ans. Moi, j'avais justement discuté avec une maman qui m'a amené sa fille qui jouait avec qui était trop sur un écran, donc on a discuté tout ça. Bon, il n'y avait pas de problème particulier. Et j'ai demandé, et votre gamin, vous avez un autre enfant? Oui, j'ai un enfant, il a 12 ans. Très bien, et il joue aux jeux vidéo? Oui, oui, il joue aux jeux vidéo. Ah, très bien, et il joue à quoi? Il joue à GTA. Alors j'ai regardé, alors je lui ai dit, ça fait que c'est un PEGI. Alors elle m'a regardé, c'est quoi PEGI? Je lui ai dit, c'est un PEGI 18.
Alors elle, c'est marrant, j'ai bien senti que ah, mon fils est plus intelligent, il joue à un jeu vidéo 18 ans alors qu'il n'a que 12 ans. J'ai laissé un petit peu, hein, et j'ai bah non, parce que si c'est un PEGI 18, c'est qu'il y a des raisons. Votre fils, à 12 ans, il est baron de la drogue, il crée un réseau de prostitution et est narcotrafiquant. Donc pour un âge de 12 ans, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai que la fille à côté était éclatée. Alors, ce qui est intéressant, et donc ça rejoint un peu ceux qui créent les jeux vidéo, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, pour moi, quand je vois en consultation, j'essaye de voir le caractère du joueur, parce que c'est ça qui est important. Alors, les premières classifications de typologie de joueurs, ça a été justement Richard Bartel, donc c'est en 96, donc c'est le début des jeux vidéo. Et donc là, justement, là, vous avez un jeu vidéo qui est comme World of Warcraft, mais à l'époque. C'est-à-dire tout était écrit. Pour ceux qui ont fait du basique, on écrit tout. J'ouvre une porte, la porte s'ouvre, il fait noir. Donc voilà, c'était ça les premiers jeux vidéo, hein. Et donc, Portal déjà avait, avec les mods donc aux États-Unis, donc c'était les donjons multi-utilisateurs, donc c'était des jeux déjà multijoueurs, hein, d'accord. Donc les gens mettaient une phrase quand ils faisaient quelque chose, voilà, c'était. Et il avait déjà défini, vous voyez, 4 types selon si la personne était centrée sur lui-même, selon s'il aimait les actions, s'il était plutôt centré sur les autres, si plutôt il était pour les interactions. Donc vous avez les performeurs, on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc eux ils veulent vraiment réussir. On a ceux au contraire qui aiment bien le jeu, mais surtout pour discuter, sont sociales, ok. Il y en a d'autres, alors moi je suis plutôt comme ça, je suis explorateur. Moi j'aime bien me balader avec les décors super fantastiques, je fais des quêtes, je passe du temps, voilà. Bon, voilà. Voilà. Et puis il y a les tueurs. Alors là, dès qu'il arrive quelque chose, il faut les tuer et tout ça. Bon. Donc on est bien d'accord que ça donne des personnalités différentes. L'enfant qui va jouer a une personnalité. Cette personnalité, il va prendre un type d'action ou de jeu par rapport à sa personnalité. C'est logique. La dernière classification, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que là, je vous ai montré, vous voyez, il y a d'autres descriptions, donc on ne va pas tout détailler, hein, donc ça, tout ça, c'est des modèles scientifiques de différentes dates. Le dernier, on va en parler, c'est le modèle des Hexades. Quelqu'un qui crée un jeu vidéo, une industrie, va se servir de ça, parce que lui, il veut créer un jeu où tout le monde va pouvoir jouer. On est d'accord. Donc, toute typologie de joueur peut jouer. Donc, il faut que ça soit un jeu où les explorateurs ont des trucs à explorer. Il y aura des trucs d'action où il y aura justement des performances à faire. Et puis, il y aura aussi du tueur, parce qu'il y aura du PVP, ce qu'on appelle player versus player, c'est-à-dire on bastonne. En World of Warcraft, on est l'Alliance, les beaux, et les méchants, c'est la Horde, et on se bat dès qu'on se voit. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est différents types. C'est assez intéressant de creuser dedans, mais ce qui est intéressant, c'est le modèle Exad, qui est beaucoup plus poussé. Et donc, vous avez, vous voyez, les 6 grands profils. Et c'est intéressant parce qu'on voit la personnalité plus déjà définie entre l'altruiste, le social, l'explorateur, le performeur, le player, genre de récompense. Ça, c'est pour les joueurs très addicts. Justement, ils ont des risques parce qu'ils veulent avoir à tout prix une récompense. On en parlera un petit peu, ce qu'on appelle les dark parten ou les loot box, c'est-à-dire les boîtes à butin. Il y a des jeux qui sont hyper addictifs. Et puis, il y a le carburateur. Ce que nous, on appelle le troll, c'est-à-dire celui qui met le souk à chaque fois qu'il parle. Et là-dedans, vous avez des enfin, vous avez des sous-types. À chaque fois, vous avez 3 sous-types. Et c'est très intéressant parce que, après, quand je faisais des présentations, je présentais justement un groupe de 5 personnes et je leur donnais une typologie différente. Et je demandais, est-ce que vous pensez que le groupe va tenir? Intéressant. Parce que le performeur va vouloir à tout prix avancer. Le social, en général, il va le suivre. Le perturbateur, il va être un peu rigolo et tout ça, et ça va dépendre un peu. Par contre, l'explorateur, il n'a pas envie d'être performant. Donc, vous voyez, des groupes ne peuvent pas se construire. C'est pour ça que les vrais teams, on appelle ça des vrais teams, les e-sports, c'est des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer. Moi, je joue en guilde, je joue pas avec des gens que je ne connais pas. Enfin, que je connais pas. Je les connais dans le jeu, ce qu'on appelle in-game, je les connais pas obligatoirement tous en IRL, in real life. On suit là, d'accord? Alors, non, mais il y a un vocabulaire, il faut que vous alliez à la fin, hein, ouais, d'accord, hein. Ah, voilà. Alors, peut-on parler d'addiction aux jeux vidéo? Alors ça, c'est tout de même un point important. Déjà, on n'est pas d'accord du tout. Alors moi, je vous rappelle, je suis pas psychiatre, je suis addictologue, donc j'ai pas du tout le niveau d'un psychiatre ou d'un psychologue. Ok.
Euh, il y a des écoles qui disent c'est une addiction, il y en a d'autres qui disent c'est pas une addiction. En gros, c'est ça. Moi, je considère qu'il faut avoir un juste milieu. Un caractère peut-être militaire, je ne sais pas. Euh, En fin de compte, le terme d'addiction aux jeux vidéo, c'est sorti dès les années 80, que vous avez connu, parce qu'il y avait les bandes d'arcade. Moi, je me rappelle, je prenais un front, je jouais à je ne sais plus quel jeu où il fallait tuer enfin, des ovnis et tout ça. Et c'est vrai qu'on était assez accro parce qu'on y retournait assez régulièrement parce qu'on voulait finir la partie et tout. Il y avait un côté un peu addict. On avait un jeu, on voulait le finir. Après, vous avez connu le premier jeu vidéo qui est sorti, c'était Pong, où on avait, vous savez, les raquettes de tennis. Et puis il y avait une boucle, ting, ting, ting. Extraordinaire ça. On branchait sur la télé, on était comme ça. Avec une grosse manette, vous savez, comme ça. Bon. Alors, en 2013, il y a l'association américaine de psychiatrie qui a introduit au début, parce que c'était le début aussi rétroactivement avec le début d'Internet dans les années 90, de désordre au niveau des jeux vidéo, enfin Gaming Disorder, et ils l'ont sorti dans leur 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Vous savez, nous, le DSM-5, c'est pour les psychiatres, nous, enfin, on utilise plus la CIM 11, donc c'est les classifications de maladies, mais déjà là-bas, en parler plutôt de troubles, on est bien d'accord, pas de terme addiction, hein, ce qui n'est pas du tout pareil. Étant addictologue, nous, l'alcool, on le code à l'hôpital comme une addiction, on ne code pas comme un trouble. Et puis en 2018, il y a eu vraiment l'OMS qui a inscrit donc le gaming disorder de la 11e classification internationale des maladies, donc la CIM 11. Et on est bien d'accord, c'est gaming disorder, c'est trouble du jeu vidéo. C'est pas le mot addiction. C'est pour ça que déjà, quand c'est sorti dans la presse, tout le monde disait, on parlait d'addiction aux jeux vidéo, voilà, voilà, tout le monde est addict, tout ça. Ça reste un trouble. Un trouble qui est en plus défini par 4 critères. On retrouve, en gros, hein, pour ceux qui ont fait de l'addiction, à peu près pour toutes les autres addictions aux produits, là, si on parlait d'addiction, on parlait plutôt d'addiction comportementale, on est d'accord? C'est plutôt un comportement qu'une dépendance à un produit. Et donc, ça arrive très facilement. Et vous connaissez tous des jeunes enfants. Bon, bah, en gros, bah, ils sortent, mais ils aiment bien rentrer parce qu'ils veulent à tout prix jouer aux jeux vidéo. Donc, il peut y avoir un peu un manque de contrôle sur le temps de jeu. Ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire, on n'arrive pas à maîtriser le temps de jeu. Tu joues 1 heure, 2 heures, allez, on faut arrêter. Priorité donnée au jeu aux autres activités essentielles. Ça, c'est un des éléments caractéristiques. J'ai l'habitude d'aller jouer au foot avec les copains, eh ben, j'y vais plus, je joue aux jeux vidéo. Pourquoi? Ah, j'aime mieux le jeu vidéo. Ouais, ça, c'est déjà des éléments que normalement les parents doivent essayer de recentrer. Et puis, une persistance du comportement malgré les conséquences négatives. Ça rejoint tous les trucs d'addiction, hein. Bien sûr, avec l'alcool, c'est pareil, hein. Les gens savent bien que c'est négatif, mais ils sont dépendants sur le plan physique. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est là où on parle d'usage problématique, c'est qu'il y a des disputes. Donc, je vois aussi bien des adultes de 35 ans qui jouent aux jeux vidéo qui sont engueulés par leurs femmes. Les écrans, c'est pareil. Et puis les enfants, les parents viennent parce que ils s'engueulent à cause des écrans. Vous voyez, le gamin sait qu'il y a un usage problématique, enfin, que ça va pas bien, mais il va quand continuer. Et puis ceci pendant 12 mois. Ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, à un moment donné, je donne l'exemple concret, le 3 mars, il y a l'extension de World of Warcraft. Nouvelle extension. C'est sûr que je vais jouer un peu plus. J'ai prévenu ma femme déjà. Voilà. Et donc, je vais peut-être me coucher plus tard que d'habitude. Vous voyez? Ouais, ouais, mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un nouveau truc, on va découvrir, et ben, il faut monter le stuff, tout ça. Mais ça va durer quoi? Ça va durer une petite semaine, et puis voilà, puis c'est tout. Donc, c'est pas parce qu'il y a un gamin qui joue d'un seul coup pendant 10 heures de suite un week-end. Il faut d'abord chercher pourquoi il le fait, est-ce qu'il y a quelque chose au bout et tout ça. C'est pas une addiction tout de suite, une addiction, un usage problématique. D'accord? Dans les troubles de jeux vidéo, le temps de jeu n'intervient pas. D'accord? On ne parle pas de temps de jeu. Voilà. Alors, comme je le disais, donc, trouble du jeu, donc, on est d'accord, addiction, c'est pas au sens large. L'Académie nationale de médecine, a dit, à l'époque, pour eux, ils parlent de pratique excessive, donc, normal, hein, plutôt, posé, on va dire, l'Académie nationale de médecine. Et puis la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, la MIDELCA, parle aussi usage problématique et pratique excessive.
Bon, après, je dis toujours à mes collègues, hein, on va pas s'engueuler parce qu'il y en a qui va parler du terme addiction ou va parler d'usage problématique. Voilà, on est tous alignés pour prendre en charge le patient. Donc, dire c'est une addiction ou pas une addiction, c'est vrai qu'on dit souvent est-ce que votre fils est addict? C'est un terme un peu anglo-saxon qui passe bien. Alors, ce qui est important, c'est ça, parce que quand on parle justement, et là on parle du modèle biopsychosocial de l'addiction qui a été décrit en 2013, c'est tout ce qui est addiction comportementale, circuit de la récompense. On est d'accord, c'est des circuits de récompense, dopamine, on mange un paquet Haribo, dopamine. On joue à un jeu, dopamine. Hein, la trésorière reçoit des chèques, dopamine. Et donc, ce qui est important, vous avez bien vu, il y a le type de jeu. Donc, les 3 jeux que je vous ai dit, c'est les jeux les plus à risque. C'est-à-dire, si un enfant joue à ce jeu-là, quand je dis enfant, c'est ado, hein, il y a plus de risques obligatoirement, puisqu'on l'a vu, hein, c'est la performance, c'est multijoueur, c'est assez toxique, on le verra après par la suite. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle les dark patterns. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle en français les procédés trompeurs. C'est ce que font de toute façon les créateurs de jeux vidéo pour que les joueurs restent dans le jeu vidéo. On est bien d'accord, c'est important, hein, c'est toujours le côté financier derrière. Donc on a les quêtes, on a les skins. Les skins, comme je vous dis, c'est les stuff, tous les objets achetés, hein. J'ai vu une maman, son gamin sur Fortnite, il lui a laissé son téléphone et puis le mois d'après, 2500 euros de 2500 euros de. Il avait acheté plein de skins. Mais il savait pas, le gamin, c'était pas que je jouer au truc. Ah, bah, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Et puis ça passe directement avec le compte, parce elle était inscrite via Google, via Apple. Donc c'est Apple qui payait. Et donc elle a reçu sa facture, 2500 euros. C'est un peu beaucoup. Donc voilà. Et les loot box, c'est les boîtes à butin. Il y a un jeu, alors je pense que vos petits-enfants, vous leur en parlez, ils ont obligatoirement déjà joué à ça, c'est Brawl Stars. Brawl Stars, c'est un jeu uniquement sur téléphone. Il est hyper bien fait. C'est hyper addictif. C'est du PVP, donc on se bat contre d'autres personnes. La partie dure 4-5 minutes. C'est gratuit. Par contre, si on veut aller plus vite, on peut avoir des armes, donc on peut acheter. Donc c'est aussi pareil, achat intégré. Et surtout, une partie de 4-5 minutes, on dit ah bah, je vais en faire une autre. Puis au bout de 2 heures, les gamins, ils sont encore dessus. Et il y a le principe de la ligne de vie. Ça, c'est vous avez une ligne où vous êtes et où vous devez aller. Mais la ligne, sérieusement, vous pouvez y aller. C'est limite comme on appelle le scroll infini, hein. Puis à chaque fois, il y a des boîtes à butin, il y a des trésors. Et donc, c'est incitatif pour l'enfant. C'est fait exprès. Donc vraiment, Brand Star, hein, voilà. Alors, ce qui est important, c'est le jeu, c'est l'environnement de l'enfant. On est bien d'accord que bah, il peut y avoir des difficultés scolaires, hein. Il peut y avoir aussi de l'harcèlement, hein. Moi, quand j'ai interviewé des jeunes femmes 23-29 ans sur le sexisme dans les jeux vidéo, il y en a une qui était cyberharcelée après, hein, parce qu'ils étaient arrivés à récupérer via un petit peu des informations, ils sont arrivés à récupérer son nom de famille et savoir où elle était, et par email de ses parents. Non, ça va loin. On est bien d'accord que souvent il y a le contexte familial. Bon, ça, ça a été prouvé, hein, c'est du scientifique ce que je vous dis, hein. C'est les relations bien sûr intrafamiliales pauvres ou conflictuelles, le cadre parental trop laxiste, milieu social défavorisé et famille monoparentale. 80% des personnes adultes qui m'amènent un enfant, pour l'instant, c'est souvent des femmes seules. C'est-à-dire, il n'y a plus le papa, divorce ou voilà. Et c'est vrai que ça joue tout de même un petit peu, parce que la maman, elle travaille, elle a du mal à suivre, et l'ado, en période d'ado, c'est pas évident. Donc voilà. Et puis, vous avez bien sûr l'individu. Alors ça, c'est important parce qu'on en parlera dans la violence aux jeux vidéo. Euh, le jeu vidéo ne rend pas violent. Ça a été prouvé scientifiquement. Par contre, ça peut rendre plus agressif. C'est normal. On est sous adresse, enfin sous adresse, je ne dis pas ça pour le réanimateur. On est sous adrénaline. Euh, vous êtes, l'amygdale, elle fonctionne. Enfin, vous voyez, on est tout de même un peu tendu. Donc, on peut avoir peut-être des réactions un peu agressives. Mais on n'ira pas jusqu'à l'acte violent de poignarder quelqu'un. C'est pas pareil, hein. La jeune femme qui a été poignardée justement à Toulon, à Sainte-Marie-sur-Mer, il y a 15 jours, je crois, hein, si je me rappelle. Moi, j'étais à Toulon, à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. On a reçu, nous, justement, à l'hôpital militaire de Sainte-Anne,
la jeune femme qui a reçu plusieurs coups de couteau. C'était une chirurgie de guerre, hein. J'avais demandé, parce que avec les deux directeurs de l'hôpital, et normal, hein, étant dans le truc, j'ai dit, mais il y a un problème de jeu vidéo? Non, non, pas du tout. Par contre, le gamin, problème psychiatrique, suivi par un éducateur, famille suivie aussi. Vous voyez, dire le jeu vidéo rend violent, non, parce que de toute façon, 50% de la population joue aux jeux vidéo. On est d'accord? Par contre, passage d'agressif à violence, poignard, on en reparlera parce que c'est tout de même un raccourci qui est fait tout de même très fréquemment par la presse et récemment par notre président de la République. On va en parler. Alors, violence et jeux vidéo, donc je pense que vous en rappelez un petit peu. Il y a eu en 99 la tuerie de Colombine. Il y avait deux jeunes, il y a même sur Internet encore des images qui ont été filmées par les caméras de vidéosurveillance, hein. Ils ont tué, je crois, 24 personnes, ils en ont tué une trentaine. Ils étaient avec des armes à feu, fusils à lunettes, enfin les États-Unis, bien sûr, c'est particulier. Et tout de suite, on a dit, ah bah, ils jouaient à Doom et Wolfenstein. C'était les jeux, donc automatiquement, le jeu vidéo rend violent. C'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo qu'ils ont tué tout le monde. Ça, c'est ce qui était sorti au niveau médiatique. Après, une creuse, bien sûr, il est vraiment psychotique, hein. C'est autre chose. En 2004, il y a aussi un jeu bon, qui n'existe plus, hein. J'ai regardé un petit peu, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'était Manhunt, qui était un jeu très violent où, en gros, il y avait un assassin qui tuait les gens avec un marteau. Et ce jeu avait tué justement un jeune avec le même principe, avec le marteau. Donc, ça a été associé aux jeux vidéo. Bien sûr, c'était une personnalité particulière. Il y a eu d'autres aux États-Unis, bien sûr, il y a plus de fusillades parce que les armes à feu, je vous rappelle, elles sont libres d'accès. En Allemagne, il y a eu en 2016. Et donc là, justement, il y a eu en 2025, ce que je disais tout à l'heure, c'était la jeune fille de 11 ans qui a été poignardée par un voisin de 23 ans et qui prétendait avoir agi sous l'effet de colère après une défaite. Et donc là, ça a fait à ce nouveau la relance. Et c'est vrai qu'en creusant sur le plan pratique, la famille était totalement déstructurée, la sœur avait quitté le foyer familial, le gamin était tout seul, avait des troubles de la personnalité, et de toute façon, il rackettait. Il ne faisait pas de la violence pour violence. Il a pris un couteau pour avoir de l'argent, parce qu'il jouait à Fortnite, il voulait de l'argent pour avoir des skills et des stuffs. Et c'est parce qu'elle a eu peur qu'il l'a poignardé. Et une semaine auparavant, il avait racketté aussi une autre jeune fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours, moi je fais toujours très attention sur le médiatique, hein, les raccourcis sont un peu trop rapides. Alors, justement, notre président, hein, Emmanuel, on était dans la même classe, hein, j'ai eu sa femme comme professeur de français. Ouais, ben oui. Ouais, oui. Ça aurait pu être moi. Alors, en 2005, donc il y avait justement, parce que toujours pareil, après il y a le média et au côté pouvoir public. Donc aux États-Unis, c'est toujours GTA. GTA, c'était Jack Thompson, qui était un avocat américain, qui a voulu faire vraiment attaquer la société qui crée GTA, Rockstar Games, en disant c'est un jeu trop violent, tout ça. Bon, vu le nombre d'armes à feu aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, hein, quand on compare avec la France, mais bon, il n'y a pas que le jeu vidéo. Et donc là, pareil, il y a eu Nadine Morano à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2008, elle avait sorti que c'était un jeu qui devait être interdit, tout ça, et à un moment donné, la presse l'avait capturée en train, enfin, je ne sais pas si vous avez trouvé ça, elle était en train de jouer à un jeu vidéo avec les gamins. Donc ça avait dégonflé le truc. Le problème, c'est là, c'est en février 2026, c'est très intéressant, toujours pareil. C'est-à-dire quand on regarde, vous savez bien que la presse prend un bout de phrase, hop, il le met, et tout de suite ça flambe. Donc notre président de la République, il était chez Brut. Donc Brut, vous vous en rappelez, hein, c'est vraiment du brut, hein. Donc les gens posent des questions directement via leur téléphone ou via Internet. Et c'était justement une des professeurs de collège de Sanary-sur-Mer où sa collègue était poignardée, qui parlait au caméraman. Et elle dit texto, j'en ai marre de cette violence, on n'est pas assez protégé, les jeunes rentrent avec des couteaux, et de plus, ils jouent à Fortnite, donc ils apprennent à tuer. Ça, c'est ce qu'a reçu comme message sur le téléphone, avec Brut, le président de la République. Donc, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Quand on passe des heures devant un jeu vidéo où on descend tout le monde, ça déréalise le rapport à la violence et ça vous conditionne. La problématique du 5 février 2026,
c'était l'après-midi. Le matin, Rachida Dati avait offert les médailles alors, les médailles, c'est pas c'est médailles arts et lettres, je crois, pour la société qui a créé un jeu vidéo français et qui a eu de nombreux Oscars. Donc vous aviez le matin dans les médias Rachida Dati, toute l'équipe décorée et tout, et puis l'après-midi, jeu vidéo gros violent. Donc ça a fait un tollé médiatique pendant 48 heures. Je ne vous raconte pas sur LinkedIn, c'était l'horreur. Voilà. Et donc il a dit à ce moment-là quoi? Je vais créer une commission pour essayer de prouver est-ce que le jeu vidéo est violent. Entre nous. Bon. Et puis bien sûr, tout le monde a dit ça fait 25 ans qu'on fait des études et on n'a rien prouvé. Voilà. Alors, donc justement, c'est pour ça, il y a eu l'association américaine l'APA, qui ont repris en 2020, ils ont repris tous les articles pendant pratiquement 15 ans pour essayer de trouver une relation de cause à effet entre jeux vidéo et violence. Et vraiment, ils ont pas du tout retrouvé la violence. Par contre, c'est intéressant, c'est important aussi de le dire, c'est pas anodin, on est d'accord. Il y a une augmentation de l'agressivité, ça a été prouvé scientifiquement. Obligatoirement, les joueurs peuvent être plus irritables. Les insultes, le mec qui joue à GTA pendant 2 heures, qui va se retrouver en bagnole, bah, il va très facilement, plus facilement, surtout sur Paris, faire un doigt d'honneur au mec qui lui a piqué la priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va pas aller jusqu'à normalement sortir de la voiture, prendre le flingue et tuer le mec. Bon. Ah, quoique, hein. Bon. Donc, c'est vrai que ça, c'est important. Et il y a une étude, je ne l'ai pas mis là, il y a une étude justement à Grenoble, un professeur du CNRS qui a fait une étude très simple. Il a pris des enfants dans une classe et donc sur le plan pratique, il leur faisait 20 minutes de jeux vidéo violents une classe et une autre classe jeux vidéo simple pendant 20 minutes. Et après, hop, il les envoyait à un cours de création. Et il n'y a pas photo, ceux qui jouent aux jeux violents, ils avaient une tendance à être un petit peu plus agressifs dans le camp de création. Voilà, c'est logique. Donc, vous voyez, agressivité, bon, après, vous allez me dire, agressif, c'est un peu violent. C'est pas pareil. Je reste. Alors, on va parler des communautés toxiques. Là, c'est important aussi sur le plan pratique. Bon, après, on parlera, si vous voulez, de ces termes-là. Là, c'est une classification internationale hein, qui est mise à jour régulièrement. C'est février 2025. C'est aux États-Unis, parce qu'ils sont plus en avance que nous. En France, en fin de compte, ça brasse, mais il n'y a pas grand-chose. C'est, vous voyez, tous les jeux. Là, c'est Counter-Strike pour le CS, League of Legends, Call of Duty. En gros, c'est le niveau de toxicité. Quand on parle de niveau de toxicité, c'est-à-dire vraiment le langage insultant, le sexisme, ça peut être du racisme, hein, tout y passe. Donc vous avez vraiment ces 3 jeux qui ressortent. Hein. Vous en avez d'autres, Valorant, vous voyez, sexisme, harcèlement, un truc. Et puis il y a bien sûr, on descend jusqu'à GTA, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que GTA est dans les rangs. Donc même si c'est un jeu où on joue un baron de drogue et on tue tout le monde comme la mafia, justement, il y a moins d'agressivité ou surtout de toxicité. Alors, le trolling, c'est un terme anglais. Hein. On dit souvent, nous, vous savez, sur Internet, quelquefois, il y a un mec qui vient, il dit des conneries. C'est un troll. Le trolling, hein, c'est troll en anglais, c'était les bateaux de pêche, vous savez, qui traînent. Et on va dire, on traîne pour appâter. Donc le trolling, le troll, il essaye d'appâter. Kitting, alors on parle, nous, dans les jeux vidéo, de rage kit. C'est-à-dire, les mecs jouent à League of Legends, ils sont 5 versus 5, ils commencent à perdre, et il y en a un qui dit, tous des cons, et hop, ils se déconnectent. Donc les mecs se retrouvent à 4 contre 5, donc c'est fini, et on appelle ça une rage kit. D'accord? Voilà. Et puis feeding, alors feeding c'est donner à manger, un feed, to feed. Feeding c'est simplement le joueur qui va faire exprès de mourir pour en fin de compte faire gagner les adversaires et en gros leur donner à manger de l'or, parce qu'ils gagnent de l'or, ils gagnent d'autres points. Vous voyez, c'est des terminologies. Il y en a une vingtaine de terminologies. De toute façon, après, pour aller sur mon site internet, vous saurez tout par cœur. Alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est The Watch. Et donc ça, c'est en temps réel. C'est-à-dire quand quelqu'un dit sur un jeu, j'ai un problème, il remonte en temps réel et il dit, bah voilà, il répond, j'ai eu un problème de racisme, j'ai un problème de violence. Et donc, il y a un score
peu comme le PEGI, mais il y a un score de niveau de toxicité. Donc là, vous voyez, c'est l'exemple, Valorant, il est à 77. Si vous prenez Candy Crush, il doit être à 10. Vous voyez, enfin, je donne un exemple opposé. Et attention, il y a des trolls pros. Et paradoxalement, alors je ne ferai pas du tout de politique aujourd'hui, c'est que les communautés russes, c'est les pires. C'est-à-dire dans les jeux vidéo, on a tout ou rien. C'est soit ça se passe bien, soit c'est des trolls. Et donc ça, c'est pareil en février 2025. Vous voyez, le niveau justement de toxicité dans les communautés, l'Europe et les USA, ça va encore, mais en bleu, c'est soviétique, enfin post-soviétique. Et donc, ces deux-là, vous voyez, Charishad, qui est sur Twitch, eh ben, elle troll, c'est une troll pro. Donc en gros, elle se filme en train de mettre le souk dans toutes les parties de jeu qu'elle peut avoir. Et lui, qui a une super belle tête, hein, il est mignon lui, hein. Alors, il paraîtrait que ça c'est pas son vrai visage. Alors lui, j'ai essayé de le retrouver, mais il n'y est plus. Je pense qu'il a dû se faire tuer, hein. C'était Gladiator doublé, c'est un russe, hein. C'est des trolls professionnels. Ils sont payés, les joueurs donnent de l'argent pour voir en gros le massacre, les insultes et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, vos petits enfants, ils sont là, hein. Non, je rigole. Alors, on va parler rapide des réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, je rappelle qu'en France, Internet, on nettoie bien, hein. On a 95,2% de la population qui est sur Internet, et sur Internet en plus pratiquement en fibre, tout ça. Et vous avez au niveau de lignes actives de téléphone, 100. Vous êtes d'accord? Beaucoup ont deux téléphones. Ah oui, ça va vite, hein. Donc on est à 112% de les téléphones. Et là, ça vous donne les plateformes des réseaux sociaux. Alors là, moi j'ai été surpris parce que bon, vous connaissez, hein, vous êtes d'accord, vous connaissez tous tout, hein, hein. Bon, Facebook, c'est plutôt votre génération. On est d'accord? Bah si, parce que ça permet d'avoir un lien avec la famille, tout, c'est plutôt familial maintenant, Facebook. C'est moins toxique, hein. Bon, Insta, les gamins, ils sont essentiellement sur Insta et TikTok, d'accord? LinkedIn, c'est plutôt nous, professionnels. Moi, je suis sur enfin, moi, je suis sur tout, mais bon, voilà. Snapchat, oui, je suis sur tout. Sur Snapchat, c'est vraiment plutôt des échanges entre enfants. Ce qui est un peu gênant, c'est quelquefois, c'est qu'à 4 heures du matin, ils discutent entre eux. Bon, ça, c'est aussi à faire attention. Et X, ça s'est cassé la gueule depuis que Elon Musk a pris la truc. C'est une jungle totale. Déjà, c'était une cour de création. Maintenant, c'est une jungle. Chaque fois, je dis que je vais me déconnecter, mais bon. Messenger, on s'en fout. Et il y a YouTube tout de même. Parce que YouTube est devenu tout de même pour toutes les générations. Moi, j'ai vu un patient qui se faisait embêter par sa femme, 10 heures d'écran par jour, que du YouTube. Mais il allait voir des trucs qui l'intéressaient. Les voitures anciennes, comment démonter un moteur, tout. On trouve tout, hein. Vous avez un bricolage à faire, vous tombez sur le fil du mec qui vous explique comment démonter le truc. Bah, c'est vachement vu, hein, YouTube, hein. C'est, voilà. Mais toujours pareil, ça peut devenir un usage problématique. Le monsieur, 10 heures de YouTube tout, plus avec le travail, oui, il était directeur d'hôtel, lui. Alors, là, c'était pour vous donner un petit peu ces différentes études sur justement santé mentale et réseaux sociaux. On dit souvent que les gamins vont pas bien. Entre nous, la santé mentale en France, elle est catastrophique. Pour ceux qui sont psychiatres ou qui travaillent dans la psychiatrie, bah déjà la psychiatrie, ça commence à devenir une catastrophe. Plus personne ne veut être psychiatre. Il manque énormément de psychiatres et de psychologues. Et c'est alors que justement, depuis post-Covid, les enfants, enfin, les jeunes, vont pas bien du tout. Donc, ils ont fait une étude, bon, Institut Montaigne, donc qui est pas mal, hein, je trouve, Institut Montaigne assez sérieuse, un petit peu de gauche, on va dire, mais c'est pas gênant. Euh, Ils ont interviewé 5633 jeunes, donc c'est en 2025, hein, entre 15 et 29. Et attention, ils ont fait l'analyse de la santé mentale. C'était le projet. Donc ils ont fait une analyse de la santé mentale. Ils ont utilisé un outil de dépistage. J'ai bien précisé, un PHQ-9, c'est un outil de dépistage, hein, ça ne donne pas un diagnostic clinique. Ça, on dépiste, et après, avec l'examen, les échanges, on définit ou pas s'il y a vraiment un signe de dépression ou autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un petit paragraphe sur les réseaux sociaux. Et donc, on voit tout de même qu'il y avait dans une population
Euh, alors, je sais plus si c'est en pourcentage. Je sais plus. 4. Ouais, c'est du pourcentage. Je crois, ouais. Donc, vous voyez, il y en avait quand même qui étaient plus de 8 heures. Plus de 8 heures, c'est énorme. Surtout que c'est du 15-29, donc ils bossent. Donc, ils se couchent à 4 heures du matin, les gamins. Ils sont morts. Pareil, bon, entre 5 et 8 heures, c'est énorme aussi. Entre 3 et 5 heures, ça commence à faire. Bon, entre 1 et 3 heures, bon après, si vous regardez vous votre temps d'écran sur votre téléphone par jour, je pense que ça doit être 3 heures en moyenne. Parce que vous avez tout dessus. Non? Non, mais il y en a qui ont tout. Moi, j'ai tout dessus, hein. Mes horaires de train, mes billets de train, ma carte bleue. Et moi, je parle pas réseaux sociaux, hein, je parle usage du téléphone. D'accord? On a tout. Et donc là, vous voyez, c'était 44% des jeunes qui passent plus de 8 heures par jour sur les réseaux sociaux présentent sur le questionnaire PHQ-9 des symptômes de dépression. Alors, on ne fait pas de relation de causalité, on est d'accord, on reste scientifique, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, pourquoi, à un moment donné, ceux qui vont pas bien sont plus longtemps sur les réseaux sociaux? C'est ça qui est intéressant. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Vous voyez, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de relation de cause à effet. Mais c'est vrai que le problème, je mets en garde, c'est un jeune ado qui va pas bien, on va prendre une adolescente qui est un petit peu grosse, qui va aller sur TikTok. Ça a été prouvé, je vous montrerai après. Qui va commencer à dire comment maigrir. Eh ben, dans la semaine, elle aura des personnes qui vont expliquer comment, en gros, devenir, vous savez, anorexique mentale pour avoir l'os, je ne sais plus comment on appelle ça, visible, voilà. Enfin, il y a tout un truc très problématique avec les algorithmes, et on va en parler. Donc, on en parlait tout à l'heure, la table avec l'ANSES, hein. Eux, ils ont fait 8009 publications, parues entre 2011 et 2021, ils en ont regardé 1029, considérées comme robustes, c'est costaud, hein. Euh, Ils n'ont pas trouvé de cause directe, hein, mais ils considèrent, comme ça semble logique, c'est un peu comme je vous expliquais avec le jeu vidéo, il y a l'individu, l'environnement et le jeu. Il y a le réseau social, il y a l'individu, l'environnement. D'accord? C'est toujours pareil. Donc, par contre, impact négatif sur le sommeil, on est bien d'accord, hein, pour tout le monde, hein, la mélatonine, il n'y en a plus au bout d'une heure d'écran dans son lit, hein. Donc c'est bien de prendre des gones de mélatonine, mais enfin, ça sert à rien, mieux enlever l'écran. Euh, Apparence physique, ça c'est sûr que maigreur, troubles alimentaires, c'est un gros problème chez les jeunes filles. Je vous montrerai tout de suite après. Et puis les facteurs intermédiaires avec le cyberharcèlement, l'altération du sommeil. Il y a le FOMO. Le FOMO, c'est typique chez les ados. C'est j'ai mon téléphone. Ah oui, mais il faut que j'ai mon téléphone parce qu'il y a peut-être quelque chose. On va m'envoyer un message. Il y a une discussion. Ça, c'est très. Donc voilà, donc il y a toujours le côté, vous voyez ce que je veux dire, il ne faut pas trancher. Si quelqu'un n'est pas bien, en effet, il ne faut pas lui conseiller d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que justement, il y a les algorithmes. Donc il y a deux études qui sont très intéressantes. Il y a Mediapart et Amnesty International. Bon, en gros, c'est les mêmes principes. C'est-à-dire Mediapart, octobre 2025, ils ont créé 3 comptes de 3 adolescents. Ils ont fait des comptes, ce qu'on appelle en fil privé. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur TikTok, donc on parle de TikTok, hein, ils ne like pas, ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. Ça veut dire que l'algorithme, bah, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'ils aiment. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc l'algorithme n'envoie que des trucs, on va dire, spontanés, automatiques, sans qu'il y ait un lien possible. Et ben en gros, en 20 minutes, les fils étaient majoritairement composés de contenus liés à la santé mentale. En 45 minutes, explicitement, le suicide était évoqué. Non, non, mais moi, les algorithmes, c'est une cata, hein. Et après, bon, les vidéos recueillies mortifères, voilà. Parce que Mediapart a fait cette étude parce qu'il y a eu une maman qui a porté plainte contre TikTok parce qu'elle avait retrouvé sur le téléphone de sa fille qui s'était suicidée, en gros, justement, comment se suicider. TikTok, voilà, c'est ça qui est. Bon. Et Amnesty International, en janvier 2026, ils ont créé 3 faux comptes. Par contre, là, ils l'ont fait en mode privé. Par contre, ils ont mis, c'était des noms de jeunes filles, non, 2 jeunes filles, mais par contre, ils ont, eux, je l'ai peut-être pas marqué, ils ont commencé à parler justement tristesse, hein. Donc, ils ont eu, eux, pas mal
pas mal de trucs qui sont apparus aussi. Et c'est le principe du rabbit hole, du terrier de lapin. Donc ça c'est mon IA qui fait des trucs, hein. C'est le terrier du lapin de Alice, hein, c'est qui tombe, et c'est le principe de la spirale. L'algorithme, plus vous allez, comme vous êtes sur Facebook, hein, si vous scrollez, il va vous envoyer, si vous avez des chats, que des chats, hein. Voilà, c'est pareil. Si on commence à parler poids, maigre, enfin pas maigrir, vous voyez, pas sans être péjoratif, hein, bah, ça va très très vite. Et puis, je suis triste. Bon, bien sûr, je ne parle pas de l'IA, hein. Je deviens maintenant un psychologue, hein. C'est autre chose. On ne parlera pas d'IA aujourd'hui. Donc, l'interdiction des réseaux sociaux, en septembre 2005, commission d'enquête qu'avait demandé Emmanuel Macron, qui a été conduite par Arthur Delporte et Laure Miller. Et par la suite, l'Assemblée nationale a approuvé, hein, 116 voix contre 23. Je ne vous dirai pas qui a fait les 23, ça va vous énerver. Et donc, c'est parti au Sénat. Et après, il ne faut pas oublier que ça passe aussi à l'Europe, hein, à la Commission européenne. Et il faut que je vous rappelle aussi, c'est que la Commission européenne a créé le Digital System Act, DSA, qui est un système où l'Europe considère que c'est l'industriel, donc PDG de TikTok, qui est responsable si des jeunes de 11 ans ou 12 ans s'inscrivent sur TikTok, et si en plus il y a un problème après par la suite. Donc là, actuellement, il semblerait qu'ils ont lancé une action contre TikTok. Alors, si l'Europe lance une action sur TikTok et qu'elle est confirmée, l'amende, elle est sévère, hein. C'est 6% de leur chiffre d'affaires annuel. Voilà. Mais d'un autre côté, il faut que la loi, je ne l'ai pas décortiquée, soit cohérente avec tout le système européen, parce qu'en 2023, il y avait la loi Marc-Angeli, j'ai jamais entendu parler, qui proposait la même chose, mais qui n'a pas pu être appliquée en France, parce qu'elle était en désaccord avec justement la loi européenne. OK? Voilà. Et donc c'est vrai qu'après, l'Australie est en avance, et là je vous montre rapidement, c'est 28 novembre 2024, eux ils ont fixé 16 ans. En dessous de 16 ans, on ne s'inscrit pas dans les réseaux sociaux. Ils l'ont mis en place le mercredi 10 décembre. Il y a eu 4,7 millions de comptes qui ont été fermés du jour au lendemain. Boum. Et ça continue encore. Et maintenant, il y a une identification obligatoire, photo et pièce d'identité. C'est-à-dire, je fais un selfie, je mets ma carte d'identité, il faut que ce soit cohérent, sinon c'est refusé. C'est pas mal. Bon, avec l'IA, on est d'accord, on peut toujours contourner. Je considère, moi qui suis addictologue, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a des familles avec 4 ados qui ne savent pas quoi faire, qui sont derrière les réseaux sociaux. Le fait qu'il y ait une interdiction, de toute façon, ils ne pourront pas se connecter, ça va faire un peu, vous voyez, poser un peu, et puis réfléchir, et puis un peu se positionner. En Chine, eux, alors là, c'est depuis 2021, eux, ils parlent d'opium spirituel, hein. Les Chinois, c'est une catastrophe. En 2021, il y a enfin bon, ils ont fait une loi, en plus, vous connaissez l'État chinois. Bon, il y a quand même 10,4% qui ont des usages problématiques là-bas. C'est beaucoup plus qu'en France. En France, on considère que c'est 3%. C'est une étude récente chinoise, hein. Et en Suède, par contre, là, c'est aussi le côté un peu nuisif du numérique. Depuis 2024, la Suède est revenue en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écran dans les écoles. Ça veut dire on arrête de jouer avec des écrans vidéo, avec des ordinateurs à tous les gamins. C'est fini. Ils ont perdu 4 ou 5 points sur PISA. Ils ont dit ça rend les gamins plus cons. Je dis ça, c'est vrai. Et donc on arrête. Et donc ils ont arrêté. Ils ont redonné 160 millions d'euros pour introduire les manuels en papier. Je pense que c'est un élément peut-être intéressant à réfléchir en France. Ah, médecin geek, je vous montre rapidement mon projet. Donc vous voyez, ça c'est moi en train avec un patient, des patients en salle d'attente. Alors, il y a le site internet. Donc le site internet, bah, c'est un peu comme j'avais fait avec HépatoWeb, hein, qui est maintenant mon hépatogasso.net. Il y a tout dessus pour à la fois les parents, la famille. On explique tout, enfin tout est fait. Je fais un article par semaine différent. Il y a surtout des documents qui me servent. C'est les contrats familiaux, parce que souvent les gamins ont besoin de contrats. Et le fait de discuter avec la famille autour de la table, les enfants, tout le monde s'y, on met sur le frigo avec un magnète, ça calme. Parce que si le gamin, bah, écoute, tu l'as noté, c'est pas bien, j'ai confiance en toi. Il y a tout ce côté de responsabilisation qui marche très bien.
Donc il y a des contrats parentaux pour à peu près tous les âges et toutes les activités, écran et famille. J'ai créé des projets, des programmes de déconnexion qui sont assez ludiques, hein. Des connexions jeux vidéo, des connexions alors séries vidéo, hein. Moi j'avais vu une enseignante chercheuse, c'était une patiente, enseignante chercheuse, 54 ans, binge watching. Elle rentrait chez elle, Netflix jusqu'à 4 heures du matin. Elle mangeait devant l'écran, elle savait plus faire les courses, le ménage on ne faisait plus, gérait pas l'état de la maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et enseignante chercheuse à l'INSERM, hein. Bon, seul, d'accord, bon, mais tout de même. Bon, au bout de 3 séances, ça s'est stabilisé, hein. Vous voyez, c'est pas, voilà. Donc, vous avez, moi je suis partout, hein, tous les réseaux sociaux, c'est facile, c'est Médecin Geek, parce que j'y suis depuis longtemps, parce que Médecin Geek, c'est un blog que j'avais créé il y a très longtemps, parce que j'étais médecin geek, donc je montrais des innovations en médecine, d'accord? Et donc, la Médecin Geek, j'ai gardé. Je fais des, alors ça, c'est moi qui ai fait mon avatar IA, parce que je domine pas trop mal l'IA maintenant. Et donc, je fais des avatars qui sont assez geeks et qui, pour moi, sont pas pour une prévention globale, mais plus pour toucher les jeunes, les enfants. Et ça marche bien parce qu'il y a des personnes qui passent, vous savez, dans des collèges pour faire de la sensibilisation. Ils projettent une vidéo comme ça fait rire les gamins, mais ça ouvre la discussion parce qu'il y a toujours, voilà, il y a l'addiction aux jeux vidéo, enfin, il y a toute la terminologie, hein, il y en a beaucoup. Là, je vous montre le truc. Salut, bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Aujourd'hui, nous allons parler du boss final de l'addiction, le circuit de la récompense dans notre cerveau. Ce circuit repose sur un messager chimique bien connu, la dopamine. Quand on vit quelque chose d'agréable, ce circuit s'active. Il implique plusieurs zones du cerveau, l'aire tegmentale ventrale, qui libère la dopamine, le noyau accumbens, qui reçoit le signal et dit « c'est une récompense », et le cortex préfrontal, qui est censé contrôler nos décisions, mais qui peut se laisser déborder. Les jeux vidéo sont conçus pour stimuler en permanence ce circuit. Comment ? Avec plusieurs mécanismes bien connus. Premier mécanisme, la gratification variable. Les récompenses imprévisibles, comme les lootbox, les bonus quotidiens ou les microtransactions, entretiennent l'envie de revenir. Deuxième mécanisme, la progression constante. Dans les MMORPG ou les jeux compétitifs, on monte toujours en niveau, en classement ou en quête. Il n'y a pas vraiment de fin, ce qui pousse à continuer. Troisième mécanisme, la perte de la notion du temps. Certains jeux plongent dans un état de flow où l'on ne voit plus les heures passer. On se dit juste 5 minutes et on ressort 3 heures plus tard. Enfin, quatrième mécanisme, la dimension sociale. Rejoindre une guilde, une équipe ou une communauté en ligne, c'est motivant et difficile à quitter parce qu'on ne veut pas être exclu du groupe. Bref, ces mécaniques de jeu exploitent le circuit de la récompense. Et ce qui devait être un plaisir peut parfois se transformer en piège. Ici c'est Médecin Geek, on s'abonne pour rester dans la partie. Là, je me suis associé à mieux, Internet sans crainte, qui est l'association Génération Numérique aussi, qui vont diffuser mes vidéos. Et après, je suis allé plus loin. Donc, j'ai créé dans Roblox, parce que les jeunes de 11, 12, 13 ans jouent tous à Roblox. Roblox, c'est énormément de jeux, hein. C'est le jeu le plus joué au monde. Donc, moi, j'ai créé ma clinique de médecin geek. Donc voilà, donc il faut par contre être associé à moi pour pouvoir rentrer dans la clinique. Ça permet de, si je rentre dedans, de ne pas avoir 45 gamins, pas possible. Donc voilà, donc c'est marrant, c'est ludique, hein. Après, vous avez pareil sur Minecraft. Il y a beaucoup de gamins qui jouent à Minecraft. Donc là, c'est le sanctuaire de médecins geeks. Donc c'est une clinique. Et donc, c'est un peu le même principe. Il y a des groupes de parole. Donc l'objectif, c'est d'amener les jeunes dans le jeu directement pour discuter avec eux. D'accord? Vous voyez le principe d'immersion? Et puis, il y a mon dernier né, c'est Fortnite. C'est joli, hein, c'est moi qui ai tout fait, hein. C'est moi qui ai tout fait, hein. Je peux vous dire, c'est un peu compliqué à faire parce que c'est un jeu qui est dans Fortnite, hein. Voilà, vous voyez, c'est joli. C'est l'île de médecin geek. Alors, celle-là, elle est ouverte. Donc, n'importe qui peut y aller. Moi, c'est moi, médecin geek. Vous voyez, avec un beau stuff, hein, c'est un stuff, hein. Voilà. Donc, j'avais marqué privé parce qu'au début, j'avais fermé pour tester tout ça. Et donc, vous voyez, c'est des îles. C'est paramétré, on ne peut pas se battre, on ne peut pas se bousculer, on ne peut pas construire, on ne peut pas détruire. Donc en fin de compte, on se balade. J'ai mis 100 points de, on peut s'asseoir. Vous voyez, j'ai fait ma, voilà, voilà. Et j'ai fait surtout ce point central. Après, je passerai, hein, qui est en fin de compte
bah, une zone de discussion, on pourrait dire un groupe de parole. Vous voyez? Donc on peut échanger à plusieurs dans le jeu. Bon, après oui, la vidéo est assez longue, bon, c'est pour vous montrer, c'est assez paradisiaque. La musique, c'est moi qui l'ai fait, hein, bon voilà. Donc j'ai créé ma chaîne Twitch. Donc les Twitch, c'est une chaîne vraiment pour les gamers, où là, vous voyez, par exemple, on me voit là, dans dans mon bureau, il y a tous les Lego derrière. Et donc là, je discute avec deux joueuses, une de 23, une de 29 ans, et le thème, c'est le sexisme dans les jeux vidéo. Donc je fais en fin de compte, comme les gamers, je montre du jeu, mais en fin de compte, non, je fais de la prévention au sein du jeu. Donc j'ai des personnes qui viennent parler de leur des problématiques de sexisme, celle de 23 ans qui racontait qu'elle pleurait après chaque partie, parce que voilà, bon, c'est impressionnant. Et puis j'ai les personnes dans le chat qui posent des questions, et voilà, on interagit là-dessus. Et l'émission dure à peu près 1 heure et demie. Je fais ça tous les vendredis de 21 h à 22 h 30.
et je fais une thématique. Voilà, vous voyez, c'est très pro parce que c'est comme une émission de télé, hein. Et j'ai eu de la chance parce que 98% sur Twitch, quand ils Twitch, ne Twitch que devant une à deux personnes. Moi, en 4 sessions, j'ai eu en moyenne entre 15 et 30 personnes. Donc ça veut dire même sans être trop connu, ça commence à bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je m'en sers pas totalement dans mes consultations. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les parents que je vois, il faut que je les voie plusieurs fois avec les enfants pour les mettre en confiance. Parce que si je commence à dire et que je vois qu'il y a des difficultés avec le gamin, bah, amenez-le-moi, on va se voir dans le jeu. Ils vont être un peu plus bloquants parce qu'ils vont se dire, mais je veux pas qu'il joue et il va me l'amener dans le jeu. Vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Et puis réciproquement, si les gens veulent consulter, me voir en consultation, c'est interdit, on est bien d'accord. Par contre, ils peuvent me trouver. Vous voyez, je ne fais pas du tout c'est verrouillé sur le plan déontologique, hein. Et j'ai fait la chaîne YouTube, ça c'était le week-end dernier, il y a toutes les vidéos, parce que justement, les vidéos sur stream disparaissent au bout d'un mois. Donc c'est bien d'avoir un support sur YouTube, vu que sur YouTube est vu. Et bien sûr, j'ai fait une chaîne Discord, que vous connaissez peut-être de nom. Discord, c'est vraiment le canal qui permet à des joueurs de parler entre eux. Nous, quand on joue en guilde, on n'utilise pas l'audio du jeu, on utilise Discord. On a une guilde, on est la guilde là-dedans. Et là, en gros, c'est un mini site internet que j'ai mis dedans, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent, ils rentrent facilement, et ils peuvent s'auto-diagnostiquer, ils peuvent, voilà. Et j'ai même fait, pour les demandes, échanges publics, échanges en privé, pour l'instant, j'en ai pas eu, mais c'est pas des consultations, mais s'il y a un jeune qui veut me parler, il peut envoyer un message qui n'est pas visible par les autres, moi, si on le voit, et je peux lui dire, bon, on se donne rendez-vous dans échange privé, personne ne sait qui parle avec moi, mais ça peut être intéressant pour faire la prévention immersive dans le jeu, parce qu'il y a des joueurs, moi j'en ai connu dans ma ville, qui restaient au chômage pour jouer aux jeux vidéo, hein. Voilà. Donc voilà, j'aime pas les questions.